Laurent Léléquian, bonjour. Bonjour. Laurent Léléquian, vous êtes ancien rédacteur en chef de France-Arménie et ancien directeur de la Fédération euro-arménienne, mais au présent, vous êtes un acteur de la vie publique arménienne en France. Vous êtes un analyste politique qui contribuait à de nombreux médias français et internationaux. Vous êtes un scientifique, un chercheur. Et nous allons parler de la décision du tribunal de grande instance de Paris qui vient de tomber aujourd'hui sur l'affaire Maxime Gouin, sur la question du génocide des Arméniens. Laurent Léléquian, qu'est-ce qui vous a conduit au tribunal cette fois, puisque vous avez été jugé en même temps que à Toragnan, et parallèlement, donc on va en parler, il y a eu aussi une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée par Maxime Gouin. Qu'est-ce qui vous a conduit au tribunal? Eh bien, merci de votre question. En fait, ce qui m'a conduit au tribunal, c'est vraiment une peccadille. Plus fort? Comment? Un peu Oui, plus fort pour qu'on oui, entende? c'est vraiment une peccadille. En fait, tout a commencé en ce qui me concerne sur Twitter, où un député suisse, Monsieur Sommaruga, qui est un député classé plutôt à gauche, hein, ça correspondrait sans doute en France à ce qu'est la France insoumise, par exemple, s'est félicité d'avoir accueilli Abdullah Demirtas, donc le leader du HDP, le parti démocratique kurdo-turc de Turquie. Voilà, il s'est félicité de ceci. Et là-dessus, Maxime Gouin, donc, qu'on connaît bien hein, pour avoir déjà fait de nombreux procès et pour distiller comment dire, Tristement une parole, célèbre. voilà, une parole où il nie le génocide arménien, eh bien, est intervenu en disant, en parlant d'Abdullah Demirtas comme d'un soutien du PKK. Ce à quoi, donc tout ça se passe sur Twitter, hein, je le rappelle, ce à quoi Carlos Omaruga lui rétorque, pas étonnant, venant de la part d'un négationniste du génocide arménien et d'un suppôt de l'État turc. Moi, je n'ai pas vu toute cette conversation pour deux raisons. D'abord, je ne suivais pas M. Somaruga, je ne le connaissais même pas, donc je n'avais pas de raison de voir ces fils-là dans mon fil d'actualité. Et quant à Maxime Gouin, je l'avais bloqué pour cesser d'être harcelé par cette personne, jour et nuit, donc je l'avais bloqué, je ne le voyais pas non plus. Mais en revanche, un compte tiers a retweeté cet échange et a retweeté la phrase eh bien, en mettant Carlos Omaruga, clac, c'est écrit clac, ou voilà, tacle Maxime Gouin. Mais je n'ai vu que ça, je n'ai pas vu le contenu puisque le contenu m'était bloqué, enfin invisible. Et donc j'ai eu le tort, sans doute, de rebondir là-dessus en écrivant et pas dans le Gouin, alors Maxime, vite un procès, puisque je connais son appétence pour la chose judiciaire. Mais quand j'écrivais ça, dans mon esprit, c'était un procès vis-à-vis de M. Somaruga en pensant qu'il n'allait pas oser s'attaquer à un élu. Eh bien, mal m'en a pris, puisque non seulement il s'est attaqué à M. Somaruga, mais également à moi-même qui avait retweeté un retweet, si vous voulez, et à Ara Toragnan qui avait eu pour sa part le malheur de retranscrire cet échange sur le site web armennews.com. Voilà, c'est ce qui nous a amené devant le tribunal, donc un retweet et une mention finalement d'un débat. Monsieur Sommaruga lui-même a échappé aux poursuites, puisqu'il a fait valoir d'abord le fait qu'il n'était pas français, et ensuite son immunité diplomatique, son immunité parlementaire, pardon, étant parlementaire suisse. Et cette fois, à la différence des précédents procès intentés par Maxime Gouin, il y avait une attaque sur la loi de reconnaissance par la France du génocide des Arméniens. Oui, oui. Alors, donc c'est la QPC, la fameuse voilà, QPC à laquelle on a droit, tout citoyen a droit aujourd'hui. absolument. Aujourd'hui, depuis une réforme qui a peut-être maintenant une dizaine d'années, tout citoyen jugé sur la base d'une loi peut remettre en question la constitutionnalité de cette loi à travers cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité qui était autrefois une prérogative soit du Conseil constitutionnel lui-même, soit d'une saisine des parlementaires, soit d'une saisine du gouvernement également. Oui, donc effectivement, moi,
Maxime Gouin alléguait du fait que, pour mettre en cause cette loi de 2001, que si on pouvait librement le traiter de négationniste, c'est parce qu'il y avait cette loi qui affirme la reconnaissance publique du génocide arménien par la France, et que sans cette loi, eh bien, il n'aurait pas été possible de le qualifier ainsi. Alors, si vous voulez bien, on va revenir au contenu de ce procès et de la QPC déposée par Maxime Gouin. Sur le procès même qui a eu lieu début février 2021, donc il y a un mois et demi, on a su à la dernière minute que Maxime Gouin a changé d'avocat quelque temps Oui, avant. Et c'est la oui, raison pour laquelle d'ailleurs votre procès a été remis. c'est ça. Le procès devait avoir lieu il y a un an. Il devait avoir lieu début 2020. J'ai oublié la date, mais c'était février 2020 en gros. Il me semble que c'était d'abord en 2019, ça a été reporté à début Alors, 2020. je n'ai pas la mémoire des dates, mais en tout cas, fin 2019, on a appris fin 2019 que Maxime Gouin avait changé d'avocat. Il était passé de maître Maisonneuve à maître Pardo. Maître Pardo, qui est également l'avocat de l'Azerbaïdjan, qui est l'avocat de Éric Zemmour, qui est l'avocat de plusieurs dictateurs d'Afrique centrale, je crois. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Et qui est un avocat talentueux. Hein, c'est un grand avocat, c'est un avocat aussi sans doute dispendieux. Mais bon, et donc, alléguant de sa prise de connaissance finalement très tardive du dossier, Monsieur Pardo, Maître Pardo, a demandé un report de délai et donc a renvoyé le procès, ce qui était évidemment une manœuvre, mais à laquelle on pouvait difficilement s'opposer, une manœuvre qui permettait de préparer cette QPC, qui, à mon sens, était l'objectif principal. Hein. Là-dedans, nous ne sommes que des faire-valoir. L'objectif de Maxime Gouin, et derrière lui des forces qui le soutiennent, eh bien, c'est de faire tomber cette loi de 2001. Voilà. Mais juste un mot là-dessus, d'ailleurs, c'est assez étonnant de dire s'il n'y avait pas cette loi, on ne peut pas me traiter de négationniste. D'abord, ce n'était pas le cas, mais ça me fait penser à une personne qui prétendrait, qui dirait, eh bien, sans loi contre les excès de vitesse, je ne pourrais pas être pénalisé pour un excès de vitesse. Oui, peut-être. En l'occurrence, ce n'était pas ça, comme je vous le dis, mais c'est quand même curieux comme démarche. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quel est le lien entre les deux. C'est-à-dire que la QPC n'aurait pas pu être déposée, la question prioritaire de constitutionnalité de la loi de reconnaissance n'aurait pas pu être posée si Maxime Gouin n'avait pas intenté un procès pour diffamation contre vous. C'est ça. La diffamation est l'instrument, donc la procédure légale qui permet d'introduire une QPC. Et alors, très honnêtement, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste judiciaire, encore moins juridique. Et pour tout vous dire, ces affaires-là me sont assez obscures. Mais la démarche par laquelle donc M. Gouin et son conseil voulaient introduire cette QPC était intellectuellement curieuse, pour ne pas dire plus, d'après ce que j'en ai compris, puisqu'il fallait dans un premier temps alléguer que cette QPC, que cette loi était normative pour que la QPC soit transmise au Conseil d'État. Donc, il faut alléguer de sa normativité, qu'elle était donc un effet, pour ensuite dire, une fois qu'elle est devant le Conseil d'État, cette loi n'est pas normative, donc elle est inconstitutionnelle. Donc c'est une démarche intellectuellement saugrenue. On va revenir sur la question de la QPC plus tard, mais revenons au procès lui-même. Comment s'est déroulé le procès? Quels étaient vos avocats respectifs à vous et à Ratoranian, et quels étaient vos témoins pour ensuite nous donner quelques informations sur la tenue du procès? Alors, l'avocat précédent de Aratoranian était Maître Leclerc, qu'on connaît très bien, qui est une figure du barreau, qui était une personne engagée sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de génocide, du génocide arménien en particulier. Mais Maître Leclerc a pris sa retraite fin 2020, et donc il a été substitué par sa remplaçante et néanmoins collaboratrice, une jeune avocate brillante au demeurant, Maître Lucie Vidal, qui a... Voilà,
Et pour ma part, moi j'avais choisi comme avocat quelqu'un qui a été au barreau, hein, et enfin, qui était au barreau, et qui par ailleurs est un membre de la FAJA, qui est maître Forgue, maître Frédéric Forgue. Alors il se trouve par un curieux hasard que maître Vidal connaît bien maître Forgue, puisqu'elle a commencé sa carrière au cabinet de maître Forgue. Mm. Donc il y a eu des échanges, voilà, hein, entre Alors, avocats. vous aviez des témoins importants aussi, vous deux, Oui. et Maxime Gouin probablement aussi. Quels étaient les témoins respectifs? Alors, nous avions comme témoin Yves Ternon. Historien? Historien qu'on ne présente plus, l'une des personnes qui a le plus contribué en France à faire connaître le génocide des Arméniens, qui est engagé également au mémorial de la Shoah, dans une démarche comparatiste entre génocide arménien, Tutsi, juif. Une personne, d'abord un historien, un pédagogue de haute volée, et une personne d'une éthique irréprochable, évidemment. Personnellement, moi j'ai connu Yves Ternon, ça devait être en 2002, lors d'un voyage à Auschwitz, où nous sommes allés ensemble, où nous avions accompagné un groupe de journalistes pour leur expliquer ce qu'était un génocide, ce qu'étaient les génocides, en quoi ils étaient semblables, en quoi ils étaient différents, qu'est-ce qui les caractérisait. Et puis notre autre témoin, c'était Vincent Duclerc, qui est également un historien, qui était au départ un spécialiste de l'affaire Dreyfus, qui a été chargé d'une mission ministérielle sur les génocides. Et plus récemment, il vient de remettre son rapport hier, une mission d'enquête sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, qui est quelqu'un qui connaît bien le système académique français, hein, puisqu'il était quand même inspecteur général de l'éducation nationale, et donc qui était en mesure de dire en quoi Maxime Gouin n'est pas un historien tel qu'on peut le concevoir en France, en tout cas. Voilà. Donc, un volet avec Yves Ternon, l'explication pédagogique et historique de ce qu'est le génocide des Arméniens et en quoi c'est vraiment un génocide et que le nier, c'est vraiment du négationnisme. Et de l'autre côté, un volet plus institutionnel avec, Vincent Duclerc, qui Donc, peut ces aller. deux témoins étaient vos témoins communs avec Aratoranian. Alors, oui, d'un point de vue procédural, l'un des deux, en l'occurrence Yves Ternon, était mon témoin et Vincent Duclerc était le témoin d'Aratoranian. Mais comme c'était un procès conjoint et que nous faisions cause commune, tout ça est assez formel. Oui, c'était nos témoins communs. Pour Maxime Gouin, est-ce qu'il avait des témoins? Alors, Maxime Gouin n'avait aucun témoin. Et peut-être à la différence des procès précédents, moi je n'ai pas assisté au procès précédent, mais j'ai vu les photos où lors des procès précédents, il était accompagné, soutenu de tout un aéropage de personnes. Il m'a semblé que cette fois-ci, c'était un homme seul qui est arrivé, avec, semble-t-il, personne, ou peut-être un vague chauffeur, enfin bon. Mais enfin, on ne sentait pas cette fois-ci un appui, comment dire, explicite, ou encore, en tout cas visible, visible derrière lui. Il avait son avocat, bien sûr. Donc, comment cela se passe quand il y a deux accusés pour avec la même accusation? C'est un procès commun? Je veux dire, les choses sont confondues ou on sépare les cas de chacun? Non, on sépare les cas. Pardon, excusez-moi, je voulais dire le contraire. Les choses sont effectivement confondues. Donc, on nous a interrogés d'abord, hein, Aratoranian en premier, moi en second. Mais d'abord, on a fait témoigner les témoins, et ça a été une requête ou une suggestion du tribunal en raison du grand âge quand même de Yves Ternon, pour ne pas le faire attendre. Et voilà, donc Yves Ternon a témoigné, et les témoins ont témoigné en premier du fait que Maxime Gouin est effectivement un négationniste bien connu, en tout cas que les propos qu'il tenait étaient des propos négationnistes. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont témoigné, alors je vous avoue que j'ai un peu oublié l'ordre, mais ils ont été également interrogés par Maître Pardo, évidemment. Puis on nous a donné la parole. Aratoranian a parlé assez longuement, en faisant ressortir quand même le scandale qu'il y a pour des descendants des rescapés du génocide, 100 ans après les faits, d'être encore, non pas au tribunal en tant que partie civile ou accusateur, mais en tant que quasiment accusé
accusés d'exister finalement, hein, parce que c'est ça en fait. Hein. Nous sommes coupables d'exister finalement. Et puis moi, j'ai été, me semble-t-il, un peu plus factuel. Je suis de formation scientifique, effectivement. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait valoir, tout en me montrant parfaitement solidaire de Arat Oranian, j'ai fait valoir le fait que, d'une part, je n'avais jamais retweeté directement les propos qui m'étaient incriminés, et puis que même si je l'avais retweeté, effectivement, M. Gouin était quelqu'un qui lui-même enfin comment dire, non pas seulement avouait, mais se vantait vraiment de soutenir l'État turc. Il l'écrit partout, de soutenir l'État turc au procès Perinçek, pour la saisine du Conseil, du Conseil constitutionnel, enfin pour tout un tas d'éléments, et qui avoue très ouvertement nier le génocide arménien. Donc, on peut se demander ce qui le gênait dans ces imputations de négationnistes et de suppôts du pouvoir turc. Maxime Gouin, dans ses dépositions précédentes, dans d'autres procès, les procès des autres, ses procès à lui, etc., disait toujours que le terme de négationniste ne peut pas s'appliquer à lui parce que le terme négationniste ne peut s'appliquer qu'à un seul génocide, c'est le génocide des Juifs, dont la négation est pénalisée en France. Est-ce que cette ligne a été reprise par l'avocat de Maxime Gouin ou par lui-même? Oui, bien sûr, mais évidemment, euh, Maxime Gouin, enfin, tout ça, ce sont des enfantillages. Maxime Gouin a pris la définition du Larousse parce que ça l'arrange, qui dit quelqu'un qui nie l'existence des chambres à gaz. Nous lui avons opposé la définition du Littré, qui est plus large que ça, quelqu'un qui nie des génocides. Bon, la vérité, c'est que Maxime Gouin nie le génocide, donc on peut le qualifier de négationniste. Et puis, au-delà de ça, la ligne de défense constante, cette fois-ci en tout cas de Maxime Gouin, c'était de dire, mais les gens qui me traitent de négationniste ne lisent pas ma production, ne lisent pas ce que j'écris, ne discutent pas et me renvoient dans mes cordes en disant, vous êtes un négationniste. Évidemment, je pense que Maxime Gouin rêverait que sa parole soit institutionnalisée si on le considérait, si, je ne sais pas, un grand historien, un Yves Ternon, un autre, je ne sais pas, prenait la peine de répondre par le détail. Mais en ce qui me concerne, pour avoir lu un peu quand même la prose de Maxime Gouin, je ne suis pas historien, hein, mais si je devais commencer à répondre à ça, tout est tellement perverti dans la façon de présenter les choses que je ne saurais même pas par où commencer. Du détail, de l'image globale jusqu'au détail, tout peut être remis en question et ça serait un jeu sans fin. J'ai dit explicitement au tribunal, je l'ai dit et je crois que ça a marqué quelque part peut-être le tribunal. J'ai dit à la présidente, Madame la présidente, on me dit que Georges Clemenceau a existé. Pouvez-vous me le prouver? Personne ne l'a vu dans cette salle. Je pourrais m'amuser moi aussi. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, grâce aux négationnistes, grâce au travail historiographique qu'ils avaient provoqué par leur action, nous avions plus de preuves de l'existence du génocide arménien que Georges Clemenceau. Je crois que ça les a un peu ébranlés quand même. Bon, voilà. Alors, la décision du tribunal, je vais la lire parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être besoin d'élucider, peut-être avec votre aide. Sur le fond, le tribunal statuant publiquement renvoie Arat Oranian et Laurent Lélékian des fins de la poursuite. Ça, c'est clair. Il reçoit Maxime Gouin en sa constitution de partie civile, déboute Maxime Gouin de ses demandes, déboute Arat et Laurent de leurs demandes au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 € dont est redevable Maxime Gouin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pourquoi Maxime Gouin a été donc vous avez été débouté parce que vous avez demandé des compensations cette fois. Absolument. Alors, d'abord, merci de m'avoir lu ce passage parce que moi-même, je n'ai pas encore, je n'ai pas reçu le. On s'était donc sur Army News. Je n'ai pas vu, donc je le découvre. J'irai voir sans doute. Donc, oui, nous avions demandé des dommages et intérêts. Il faut peut-être rappeler à vos auditeurs
que Maxime Gouin en est quand même à son 10e procès. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est le premier, en tout cas avec lui, mais quoique j'avais eu un procès avec lui, pas avec lui, mais où il était témoin, Il était néanmoins, témoin, oui. que j'avais perdu d'ailleurs. Mm. Mais donc, là, c'est son 10e procès. Il a perdu 3 fois en première instance contre Arat Toranian et Sam Tilbian, 3 fois en appel, 3 fois en cassation, et là, il nous réattaque en première instance et il va nous attaquer d'ailleurs enfin, en appel. En tout cas, il l'a annoncé. Il le promet en tout cas. Il le promet. Et je ne doute pas qu'il le fasse d'ailleurs. Enfin bon, on verra bien. Ça veut dire que nous avions demandé des dommages et intérêts pour dire aux juges, il y en a marre, ça suffit. Moi, j'ai autre chose à faire. Je suis un professionnel reconnu dans ma partie. J'ai des responsabilités professionnelles français en France. Je ne suis pas en train de faire le clown en Turquie. Je ne veux plus avoir affaire à Maxime Gouin. Je l'ai bloqué sur Twitter, je l'ai bloqué sur Facebook. Je pense que c'est le moment de dire stop. Pour arrêter ça, eh bien, nous allons demander des dommages et intérêts et nous avons demandé 10 000 euros en ce qui concerne, 20 000 en ce qui concerne un Toranian pour mettre un holà. Le tribunal ne nous a pas suivis. Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais je peux vous donner ce que j'en pense. Cette disposition qui permet à des prévenus de demander des dommages et intérêts pour des poursuites abusives est, de ce que j'ai compris, relativement nouvelle. Ça fait, enfin, nouvelle, le droit évolue lentement. Quand je dis relativement nouveau, ça fait peut-être 5, peut-être 10 ans, je n'en sais rien à vrai dire, mais on me l'a présenté comme relativement nouveau. Et les juges ne sont pas encore accoutumés à cette pratique. Ils restent dans l'idée que quelqu'un qui porte plainte, qui constitue partie civile, est nécessairement quelqu'un qui est quelque part un peu, voilà, qui a un préjudice lui, et non pas les personnes contre qui il porte plainte. La notion du fait qu'une plainte peut être abusive n'est pas encore réellement rentrée dans les mœurs. Donc, il est très dur d'obtenir, d'après ce que nous ont dit nos avocats, ces dommages et intérêts. C'est pas l'habitude. On m'a aussi dit que parfois, les juges méconnaissent totalement ce que représentent des frais d'avocat. Soit ils le méconnaissent, soit ça ne les intéresse pas. Et donc voilà, c'est pas leur affaire, et voilà. Donc, écoutez, si on est à nouveau attaqué, on redemandera des dommages et intérêts, parce que ce sera le 11e procès. Voilà. Donc, cette décision du tribunal a été interprétée immédiatement par Maxime Gouin, qui a tweeté « Ma QPC, ma question prioritaire de constitutionnalité, n'a été rejetée qu'au nom d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui n'existe plus depuis 2005 au moins ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous ferons appel. Il promet de faire appel. Écoutez, je dois vous redire encore une fois que les questions judiciaires et juridiques sont obscures pour moi, donc je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas à quoi il fait référence. Donc, vous me l'apprenez là encore. C'est intéressant de savoir en quoi cela lui donne le courage de faire appel. Le courage, vous savez, encore. Oui, je pense que c'est un objectif politique. Je me méfierais au moins autant de ces expertises judiciaires que, regarde ses nombreux succès, que de ces expertises historiques. Voilà. Si les expertises judiciaires étaient si fondées que ça, il aurait peut-être gagné des procès. Ce n'est pas le cas, donc je ne sais pas qu'en penser, mais prenons ça avec le détachement qui convient. Laurent Léléquian, donc cette étape est passée. Je vous souhaite de la persévérance et du courage pour résister à l'étape suivante. Et en tout cas, je pense que les auditeurs de Radio Arménie vous connaîtront mieux et vous aurez autour de vous un soutien, le soutien inconditionnel des auditeurs de Radio Arménie. En tout cas, je le souhaite. Je voulais vous poser une question un peu plus générale sur l'atmosphère, parce que il me semble tout de même que l'opinion publique, s'il y a quelque part une certaine pression ou un certain impact de l'opinion publique sur les décisions des tribunaux, l'opinion publique française aujourd'hui est extrêmement sensible à ce qui se passe en Turquie, entre la Turquie et la France, et les menaces d'Erdogan et les personnes, les personnalités qui représentent quelque part
cette politique négationniste et agressive de la Turquie ne sont pas bien perçues aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact de cette atmosphère en France sur la décision possible la décision du tribunal? Vous savez, les juges ne sont pas faits de bois, ce sont des hommes, hein, des hommes et des femmes, en l'occurrence c'était des femmes, qui bon, sont sensibles à ce qui est autour de nous. Évidemment, quand vous voyez comment dire, un autocrate qui menace, voilà, qui insulte, enfin, effectivement, que ça joue. Je pense que les Français, les Européens avaient un peu oublié ce qu'était la Turquie depuis finalement. Bon, si vous prenez les écrits des intellectuels français dans les années 20, 10, 1900, on sait qu'il y a quasiment, ils font quasiment l'amalgame entre Turcs et barbares. Hein. On le voit notamment dans les écrits en soutien des Arméniens, en soutien des Bulgares, etc., etc. Cette perception avec Atatürk qui a voulu occidentaliser le pays, avec par ailleurs la montée des fascismes en Europe et la Seconde Guerre mondiale qui a un peu oblitéré toute cette vieille histoire, et puis avec l'arrimage de la Turquie dans le bloc occidental sous menace soviétique, les gens avaient un peu oublié ou voulu oublier ce qu'était la réalité de la Turquie. Erdogan a voulu ressusciter cette réalité. Il veut ressusciter l'empire triomphant, etc., etc. Et donc, la menace apparaît avec. Il est évident que ce qui se passe en Syrie, que ce qui se passe peut-être dans le Caucase, avec l'attaque sur l'Arménie conjointement menée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, que ce qui se passe dans les rues de Dessine ou de Vienne, hein, avec ces bandes de loups-gris, dont le chef, Ahmed Chetin, était en webinaire avec Maxime Gouin juste avant les événements de Dessine, évident que ça dessine un personnage quand même. Donc ça ne peut que jouer, me semble-t-il. Ça ne peut que jouer. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je pense que la stratégie judiciaire turque, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a d'ores et déjà échoué, mais en tout cas, elle s'embourbe. Elle s'embourbe parce qu'il y avait c'est peut-être justement cette question qui est intéressante à étudier. La place des procédures judiciaires dans le négationnisme, parce qu'on parle de négationnisme en fait, hein, négationnisme du génocide des Arméniens, par la Turquie, par ses satellites, par ses chercheurs payés, etc. Chercheurs parfois entre guillemets, mais de vrais chercheurs aussi qui essayent de donner une autre interprétation ou l'interprétation qui veulent valider, qui essaient de valider l'interprétation de la Turquie du génocide des Arméniens. Quelle est la place du judiciaire dans l'ensemble du dispositif négationniste du génocide des Arméniens? Je pense, mais c'est bien évidemment une vue personnelle, que l'idée était de nous épuiser d'abord moralement, financièrement, parce que ça coûte également un procès, hein. Et puis pendant qu'on fait un procès, nous qui avons des ressources limitées, hein, eh ben, on ne fait pas autre chose. On ne peut pas se lancer dans des actions constructives parce qu'on est pris intellectuellement voilà, par ces affaires qui nous embêtent et voilà, qui nous ennuient, hein, d'ailleurs. Très bien. Mais là, alors, ça a marché, ça marchera peut-être encore. Très honnêtement, moi, ça ne m'amuse pas du tout de faire des procès. J'ai autre chose à faire et vraiment, ça ne me plaît pas. Mais néanmoins, quelque part, ça commence à se voir, ça commence peut-être à décrédibiliser ceux qui les mènent, ces procès. Quand vous en êtes à votre 10e procès, hein, c'est quand même quelque chose. Et puis, ça renforce finalement progressivement notre position. Et même, j'ai tendance à penser que, je ne peux pas prédire l'avenir, mais que la loi de 2001, eh bien, elle sort renforcée quelque part, et même elle sort renforcée par le fait que la QPC n'ait pas été transmise, et même on peut se demander si demain, devant ces outrances, ces abus, eh bien, le législateur français ne va pas remettre en selle, d'une manière ou d'une autre, la loi de pénalisation du négationnisme. Parce que quand cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel et une certaine intelligentsia plus ou moins naïve, plus ou moins complice, avaient beau jeu de dire mais il n'y a pas de menace sur les Arméniens. Regardez, tout va bien, tout ça c'est du verbe. Aujourd'hui, il y a presque des pogroms à Dessine, à Dessine ou à Vienne. Appels à pogrom en tout cas. Voilà. Donc, il y a des procès à n'en plus finir.
Donc aujourd'hui, il y a une menace constituée et il y a un vrai trouble à l'ordre public. Donc il n'est pas impossible que finalement, ça tourne dans la défaveur de la Turquie, cette Mais affaire. quand on parle des procédures judiciaires qui ont pour objectif de fatiguer, d'user, d'occuper des dirigeants ou des membres actifs de la communauté arménienne, vous ne pensez pas qu'il y a que ça fait partie en tout cas d'une tactique, peut-être pas de stratégie, mais d'une tactique pour aboutir à autre chose, parce que cette question de la QPC, dans d'autres circonstances, je ne sais pas si elle n'aurait pas eu une autre portée. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le contexte en France est extrêmement défavorable à ce type de procédure et en général, donc la voix de la Turquie n'est pas très audible en France aujourd'hui. Or, ça n'a Oui, pas été le cas. Il y a 10 ans, les instituts du Bosphore, des personnalités très importantes dans le monde intellectuel, dans le monde politique, dans le monde judiciaire, juridique, etc., étaient aux côtés de la Turquie pour lutter contre la pénalisation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et à votre avis, est-ce que la Turquie, est-ce que c'est une bavure supplémentaire de la Turquie que d'admettre ou de pousser ou voire de soutenir un Maxime Gouin aujourd'hui dans une procédure judiciaire, en plus en posant une première fois la question de la QPC? non, moi je ne pense pas du tout que ce soit une erreur de leur part. C'est une question de coût-bénéfice, cette affaire-là. Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Enfin, à l'échelle d'un État, ça coûte presque rien. Et le gain, comme disait l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc le gain escompté peut être important pour un coût quasiment nul. Donc autant continuer. Et là-dessus, il faut reconnaître à l'État turc une certaine vision à long terme, une planification stratégique à long terme qui fait défaut à beaucoup d'États. On peut penser à l'Arménie, on peut penser évidemment à la diaspora qui n'est même pas un État, mais on peut même penser à des États comme la France ou à d'autres qui ne pensent pas généralement. Les démocraties pensent à l'élection suivante, ne pensent pas trop au long terme. Or, la Turquie pense au long terme. On l'a vu, ce que fait Erdogan est remarquable. Remarquable dans le mauvais sens du terme, sans doute, mais remarquable néanmoins. Euh, Aujourd'hui, le négationnisme du génocide des Arméniens, bon, après avoir pris énormément de temps et énormément de place dans le conscient et l'inconscient des Arméniens de France, des Français d'origine arménienne, aujourd'hui, le négationnisme en France n'a pas beaucoup de visibilité, disons. La question, du moins de la lutte contre le négationnisme a pris d'autres formes avec ces manifestations violentes contre les Arméniens, avec des attaques contre des manifestants arméniens, avec le mouvement des loups gris qui a dressé la tête ces derniers mois avec la guerre en Artsakh. Quelle est en général la place du négationnisme, d'après vous, Laurent Nélikian, dans les relations de la Turquie avec la France? Comment agit la Turquie pour faire valoir sa vision négationniste du génocide? Parce que dans un premier temps, dans les années 70, ou voire même bien avant, la Turquie intervenait pour chaque édition de livre, pour chaque film qui devait se faire sur le génocide des Arméniens, etc. Aujourd'hui, sur ce plan-là, la Turquie est en recul parce qu'il y a une véritable opinion publique en France qui a pu se constituer et l'opinion publique ne laisserait pas aujourd'hui faire peser les mêmes menaces sur autant de monde qu'avant. Mais les menaces existent toujours. On l'a vu au moment de la question de la pénalisation à plusieurs reprises, quand la question a été posée à l'Assemblée nationale et au Sénat et au Conseil constitutionnel plus tard.
on a vu que des grosses sociétés françaises qui avaient des intérêts en Turquie agissaient très fortement auprès des décideurs politiques pour arrêter ces procédures, ou en tout cas pour contrer les efforts des démocrates et de la communauté arménienne. Est-ce que vous pensez que la Turquie a autant aujourd'hui de pouvoir économique sur l'économie de la France pour pouvoir éventuellement changer de direction cette atmosphère générale contre Erdogan en France? Alors, avant de venir à votre question, un point sur le négationnisme. Effectivement, nous n'avons pas réussi à pénaliser jusqu'à présent ce négationnisme. C'est quelque chose sur lequel nous avons échoué. Je pense que si la diaspora elle-même a un peu, comment dire, mis ça sous le boisseau, c'est d'abord parce qu'elle a été échaudée sur cette affaire-là. Ensuite, parce que d'autres priorités ont surgi, notamment celle de l'Artsar, hein, donc du Haut-Karabakh, qui est devenu un point de fixation important, la nouvelle ligne de front, en quelque sorte, de la cause arménienne. Et puis, par ailleurs, quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais il y a quand même une lame de fond qui est l'éducation nationale. Parce que si nous avons échoué sur le volet pénal, nous avons eu plein succès sur le volet éducatif, et aujourd'hui, tous les petits Français apprennent, comme exemple de violence de masse, les génocides arméniens en classe de 3e et de première. Ce n'est pas forcément grand-chose, ça peut être une heure. Non seulement ce n'est pas forcément grand-chose, mais c'est important, bien sûr, mais il y a aussi une vraie opposition organisée par des organisations turques de France. Alors, absolument, organisée. Auprès des familles musulmanes turques. Absolument. Et pour revenir à Maxime Gouin, il écrit lui-même qu'il a tout fait pour, comment dire, faire une porte étroite auprès de je ne sais quelle instance. Encore une fois, les affaires juridiques ne sont pas mon fort. Mais donc, voilà, donc effectivement, il y a ce genre d'action. Ceci dit, vous avez raison, le volet le plus important aujourd'hui, c'est l'économie. Moi, j'ai tendance à penser que le rôle de la Turquie s'est amoindri bien avant le Covid. Elle s'est amoindrie disons, dans la décennie qui va de 2010 à 2020, avec un transfert massif des investissements directs européens et occidentaux, d'une manière générale, de la Turquie vers l'extrême-orient. C'est-à-dire la Chine, en gros, pour le dire vite, mais aussi le Vietnam ou d'autres pays comme ça, parce qu'ils sont moins chers. Et on a pu voir des usines flambantes neuves en Turquie désertées parce que la production était partie ailleurs. Bon, ça va, ça vient, ces affaires-là. Aujourd'hui, l'Europe est dans une logique de relocalisation. Comme elle est dans une logique de relocalisation, il se peut très bien que demain, elle relocalise en Turquie à nouveau. La Turquie est actuellement dans une situation économique difficile, avec la livre turque qui n'en finit pas de plonger. Il y a encore le directeur qui s'est fait il y a quelque temps évincer. Donc, il est très dur de dire de quoi l'avenir sera fait, mais il est évident que c'est un domaine le domaine économique, dans lequel les Arméniens sont très présents à titre individuel et pas du tout à titre collectif. Et je pense que nous pourrions collectivement faire mieux que ça, en faisant valoir des choses auprès du MEDEF, auprès de la CGPME, auprès des institutions de ce genre-là. Les entreprises de plus en plus se targuent de leur irréprochabilité en matière éthique. On a vu des sociétés comme Nike ou comme d'autres retirer leur production du Bangladesh parce que c'était fabriqué par des enfants esclaves. Voilà, donc c'est des choses qui pourraient être faites également. La Turquie qui emprisonne ses journalistes, qui oppresse ses Kurdes, qui envahit la Syrie, qui fait la guerre aux Arméniens, ça pourrait être aussi le motif à faire, comment on appelle ça en anglais, du shame, shame naming, donc désigner les gens pour dire regardez ce que font, voilà à quoi vous contribuez en achetant telle marque. Et ça aurait sans doute un impact. Donc, une action sur le plan économique, mais toujours est-il que la position stratégique de la Turquie fera toujours. Et la situation et le contexte général d'affaiblissement de l'Europe, de l'Union européenne, sont des raisons pour craindre de toute façon que les choses seront vite oubliées en France.
est-ce que vous êtes sûr, par exemple, que s'il n'y avait pas cette opposition entre Erdogan et le président Macron, est-ce que vous êtes sûr que la question de la mosquée de Strasbourg financée par la municipalité aurait été aussi vilipendée, aussi évoquée dans la presse et dans l'opinion publique française? Non, effectivement, tout ça se situe dans un contexte géopolitique qui est évidemment fluctuant. Comment il s'appelle? Enfin voilà, Boileau, nous ne sommes grands, enfin ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. L'Europe est dans une situation lamentable de faiblesse, de division, et j'ai tendance à penser personnellement que l'Europe défend des intérêts qui ne sont pas les siens. Euh, donc ça, c'est assez regrettable. Et vous avez en face la Turquie qui est qui est un poids lourd démographique. Il y a aussi la question démographique. On peut, comment dire, décider de toutes les actions qu'on veut et de toutes les politiques les plus astucieuses, les plus intelligentes que l'on veut. En face, vous avez des gens qui sont nombreux, qui sont non seulement nombreux, mais qui sont toujours dans une relation de hard power, hein, de confrontation dure. Comme l'a dit Erdogan lui-même, et il a raison là-dessus, nous avons des gens qui sont prêts à mourir. En France, en Europe, plus personne n'est prêt à mourir pour pas grand-chose. Alors c'est un bien, hein, je suis pas dit, enfin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les sociétés occidentales sont sans doute très. Non, vous voulez dire qu'il y a un déséquilibre entre Oui, les motivations des Européens et les motivations des Turcs? absolument, absolument. Il y a un déséquilibre et puis vous avez une population qui est quand même en grande partie fanatisée. Alors évidemment, il y a une opposition en Turquie. De plus en plus, il y a des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont pauvres, que la situation économique se détériore. Le miracle économique est en train de se transformer en fardeau économique. Mais sur les questions existentielles de la nation et de l'État turc, c'est-à-dire la négation du génocide arménien, l'oppression des Kurdes, ces questions finalement qui sont en deçà des questions économiques, là-dessus il y a un consensus. Un Ekrem Morlou ou encore pire, un Mansour Yavash, ça va être pareil que Erdogan. Il n'y a aucun espoir à avoir de ce côté-là. Mm. Est-ce que, Laurent Léléquian, vous êtes satisfait de la réaction de la communauté arménienne et du soutien de la communauté arménienne lors de ces procès, votre procès et les procès précédents de Aratoranian, enfin contre Aratoranian, Sam Tilbian, etc. Est-ce que vous êtes satisfait du soutien et de l'appui de la communauté arménienne? Alors, je dois dire très honnêtement que moi, j'ai été soutenu, non pas cette fois-ci, mais lors du précédent procès contre Selma Alan, ça remonte à 2009, je crois. J'ai été soutenu financièrement, moralement aussi. Là, j'ai encore été soutenu moralement, mais pas financièrement. Et je pense que, enfin, je ne sais pas, je pense que le CCAF donne un soutien moral à Aratoranian. C'est bien normal, il est coprésident du CCAF, on n'en attendrait pas moins. Je pense que la mobilisation était faible, peut-être parce qu'on n'a pas nous-mêmes fait assez de publicité autour de cette affaire-là. Les gens ont beaucoup confondu les deux affaires, l'affaire Toranian-Tilbian d'un côté, l'affaire Toranian-Lélékian de l'autre. Encore hier, j'ai eu un message en me disant mais je ne comprends pas, il y avait déjà eu un arrêt de la Cour de cassation, que c'est ce nouveau procès. Donc il y a sans doute un déficit d'information. Et c'est vrai que les gens sont peut-être passés à autre chose. Le soutien n'est pas. Évidemment, j'ai des témoignages de sympathie, et je remercie d'ailleurs tout le monde des témoignages de sympathie que j'ai reçus. Ça fait chaud au cœur, mais on ne sent pas, comme on avait pu le connaître peut-être dans les années 80 ou 90, vous voyez, des centaines de gens qui viennent au tribunal, des choses comme ça. Effectivement, c'était la période où il y a eu plusieurs procès de suite. Il y a eu des procès contre le maire de Villeurbanne, il y a eu un procès contre Moses Nissanian de la part de Sirma Oran ou de Maxime Gouin, je crois. Il y a eu votre procès par Sirma Oran, Bon. soutenu et poussé par Maxime Gouin aussi. Et quel genre d'appui nécessiterait ces procédures pénales, ces procédures
judiciaire? Ben, on pourrait imaginer plein de choses. On pourrait imaginer déjà. Un comité? Alors, on pourrait imaginer déjà, oui, enfin, comment dire, un fonds de réserve pour ce genre de procès, pour payer les avocats, hein, parce que c'est un coût. On pourrait imaginer également des gens qui font des études juridiques pour prévenir les choses, pour bâtir les argumentaires, voire pour mener des actions juridiques offensives, ce qu'on ne fait pas à tort ou à raison, parce qu'on ne veut pas se dépasser sur le terrain juridique, parce qu'on veut rester sur le terrain politique, mais c'est aussi quelque part peut-être un peu de paresse. Donc on pourrait imaginer des tas de choses, mais là, quelque part, en creux, on pose la question de la restructuration complète. Il y a des gens qui veulent réformer le CCAF, qui veulent faire tout un tas de choses. C'est cette question-là qui se pose. Le CCAF est un organe aujourd'hui de représentation, d'ailleurs c'est son nom. Il représente les Arméniens auprès des institutions. Non, le nom, c'était coordination. Coordination, oui. Bon. Voilà, oui, le conseil de coordination, absolument. Mais c'est devenu représentation. C'est devenu de la représentation. L'action effective était censée se tenir et se tient peut-être au sein des associations constitutives de ce CCF, mais c'est vrai que tout ça est sans doute à repenser. Ça a été pensé dans 1990 ou par là. Ça a vieilli, les gens qui le composent ont vieilli, les structures ont vieilli, les manières de faire ont pensé. Rendez-vous compte que ça a été fait à une époque où l'Internet était balbutiant. Je pense qu'il faut que ça soit irrigué par des jeunes, avec également une réflexion sur les moyens, parce que là encore, on a tendance à multiplier des comités à n'en plus finir, façon armée mexicaine, mais c'est bien beau, on peut décider tout ce qu'on veut, on peut avoir des idées brillantes, hein, mais si on n'a pas le début de 3 copecs, ça va s'arrêter assez vite. Donc, c'est sans doute à repenser au-delà de ces procès. Au-delà de ces procès. Pour la prochaine étape, il est peut-être un peu tôt, puisque le verdict, on l'a eu hier seulement, la décision du tribunal date d'hier. Pour la prochaine étape, est-ce que vous pensez que dès maintenant, il faudrait qu'il y ait un comité qui organise tout cela, la défense, l'appui financier, juridique, etc. Est-ce qu'on peut lancer un appel pour qu'il y ait un comité qui s'organise maintenant? Puisque la prochaine étape est déjà annoncée. Oui, elle est déjà annoncée, j'ai aucun doute là-dessus. Donc pourquoi pas après, un comité, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose dont il faut s'occuper. Hein. Voilà, s'il y a des bonnes volontés pour monter un tel comité, pour faire des choses, ils seront les bienvenus, évidemment. Mais il faudrait faire attention à ce que ça ne soit pas un déjeuner de soleil, comme on dit, un déjeuner de printemps. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire quelque chose de pérenne, si possible. Au-delà pour tous les cas de procès dans le cadre du négationnisme. Par exemple, et puis même, imaginons que des gens envisagent de... Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques temps, on a vu ressurgir une loi de pénalisation du génocide, de la négation du génocide arménien. Ça procède sans doute de bonne volonté, peut-être également d'une certaine instrumentalisation politique. Je trouve, à titre personnel, pour l'avoir parcouru rapidement, que ce texte de loi est très mal argumenté. Mais encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste juridique, donc aider les législateurs à affiner les arguments, à faire que les arguments soient valables, soient pertinents, soient fondés, soient recevables, eh bien ça c'est quelque chose qui pourrait être fait. Par exemple, si on voulait relancer ce type de projet de loi. Oui, par exemple. Il semblerait aujourd'hui que cette judiciarisation des relations, de la relation au génocide des Arméniens commence à devenir systémique. Dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ce n'est pas très loin. Il y a des tentatives qui sont faites au Canada, dans le milieu universitaire, etc. Est-ce que vous pensez que la Turquie peut faire un pas prochainement si il y a une tentative d'adoucissement des relations entre l'Union européenne,
la Turquie et les États-Unis, etc. Est-ce que vous pensez que la Turquie pourrait faire de nouvelles démarches, comme ça a été le cas pendant les années 2000, le dialogue entre les Arméniens et les Turcs, qu'on a beaucoup utilisé pour des raisons politiques au profit de la Turquie, comme ça a été le cas plus tard des protocoles entre l'Arménie et la Turquie. Est-ce que vous pensez que dans le cadre d'un effort de la Turquie pour améliorer ses relations avec l'Union européenne, avec les États-Unis, est-ce que la Turquie pourrait faire des gestes? Ah ben, ça me paraît évident. On voit bien que enfin, Erdogan est un animal politique redoutable. Un coup, il sait très bien manipuler le chaud et le froid. Un coup, il est ami avec l'Europe, un coup, il est ami avec Poutine, avec les deux en même temps, plus aucun. Enfin, il fait ça très bien. Il fait ça très bien sans jamais franchir vraiment la ligne rouge. On a vu que hier, pas plus tard qu'hier, Angela Merkel a dit qu'il fallait adoucir le ton avec la Turquie parce que les Allemands sont sans doute tétanisés avec leurs 3 millions de Turcs qui sont autant de soldats d'Erdogan sur leur propre territoire. Donc, effectivement, en Arménie même, vous avez des gens, y compris le Premier ministre actuel, qui n'est pas, à mon avis, très bien charpenté, comment dire, politiquement ou en tout cas idéologiquement, qui pourrait très très bien, en vue de gagner la prochaine élection ou en vue de je ne sais quoi, ou pour faire plaisir à Poutine ou pour faire plaisir à je ne sais qui, faire bon accueil à ce genre d'initiative. Non, c'est déjà annoncé dans les discours de Pachinian. Voilà. Donc, Il a parlé de l'animosité qui existe entre les Arméniens et les Turcs, et le Premier ministre d'Arménie aujourd'hui commence à dire qu'on ne sait pas qui a commencé. On ne sait pas voilà. si Bon, c'est les Turcs qui ont commencé, etc. Donc, mis à part l'Arménie, quelle que soit l'attitude de l'Arménie, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la question de la négation du génocide fait partie de l'ensemble de l'attitude de la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis peut-être, voire même des États-Unis, parce qu'il y a le risque de voir Joe Biden, le nouveau président, reconnaître le génocide le 24 avril. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, pour peut-être même couper l'herbe sous les pieds de Joe Biden, voire même de l'Union européenne qui reproche sa politique agressive en Méditerranée, est-ce que vous pensez que la Turquie a intérêt pourrait faire un pas en avant? Qu'elle y ait intérêt, certainement. Et qu'elle soit Est-ce que ce serait aussi, comme ça a été le cas par le passé, recevable par une bonne partie des Arméniens? des Arméniens, je ne sais pas. Des Occidentaux, sans problème. Quand les Occidentaux n'ont pas été capables de bouger le petit doigt pour défendre l'Arménie attaquée physiquement par les Azerbaïdjans, vous pensez bien que la reconnaissance du génocide des Arméniens, c'est vraiment dans le jeu de je te prends, tu me donnes, c'est vraiment le pourboire. Donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas parce que nous n'avons pas été capables de faire en sorte, au cours des décennies passées, que ça compte. Euh, voilà, donc ça ne compte absolument pas. Et évidemment, Erdogan pourrait très bien faire un geste aussi minime, aussi ridicule soit-il, sur lequel les Occidentaux s'empresseraient de sauter en disant, vous voyez, tout va bien finalement, et puis ça leur permettrait peut-être de sauver la face et d'obtenir des compensations par ailleurs. Tout est imaginable. La question, c'est est-ce qu'Erdogan arrivera à, comment dire, maîtriser suffisamment son inconscient ou son subconscient? Est-ce que ça ne va pas ressortir? Est-ce qu'il va réussir à se maîtriser pour faire ça? Mais je pense que oui, il est capable de se maîtriser pour bien d'autres choses. On l'a vu sur la question kurde, par exemple, où il a fait semblant d'être l'ami des Kurdes. Et d'ailleurs, vous avez en Turquie de nombreux Kurdes qui votent à Capet. Merci beaucoup pour cet entretien, Laurent Léléquian, et félicitations pour ce résultat de cette plainte contre vous. Et nous espérons pouvoir vous soutenir pour cette fois et pour la prochaine fois. Ben écoutez, ça serait remarquable et bienvenu.
Merci Laurent de Leca. Merci à vous, Hilda. Au revoir. Au revoir.